Moi, par contre, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, c'est là. Mais après, Oui, okay. L'enregistrement a commencé. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au 3e séminaire Biosphere Museum. Donc, le fonctionnement, vous connaissez tous. Si vous avez une question à la fin, vous pouvez lever la main ou mettre vos questions dans le chat. Le séminaire sera enregistré pour permettre sa visualisation plus tard. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Annick Abou-Rachid, qui est professeure et directrice adjointe de l'UMR MECADEV. Donc, Annick s'intéresse à la forme des animaux en relation avec leur mode et milieu de vie dans un contexte évolutif. Elle cherche à comprendre les adaptations morphologiques qui, au cours de l'évolution, ont permis aux vertébrés d'utiliser les propriétés de leur environnement pour habiter l'ensemble des milieux de la planète. Et depuis quelques années, elle pilote un projet international composé de biologistes, de paléontologues et d'ingénieurs sur l'application des connaissances biologiques sur les coups d'oiseaux au domaine de la biorobotique. Ce projet s'appelle ABINEC et elle va nous en parler aujourd'hui. Merci. Merci Annabelle. Donc, je partage mon écran. Tu peux, alors, oui. Voilà, toc. Et voilà, donc je pense que vous voyez mon écran. Oui? Vous voyez bien mon écran? Moi, je ne le vois pas. Non, pas encore. Parfois, ça prend un peu de temps parce que ça a marché ce matin pendant notre test, donc je crois que... Là, ça marche toujours pas? Pas encore. Voilà. Alors, vous voyez rien du tout là parce que ça a l'air d'avoir bugué chez moi. Non, on voit juste un écran blanc avec ton nom. Bon, eh ben, c'est mon ordi qui a bugué là. Annie, peut-être une possibilité, c'est de te déconnecter, reconnecter. Ah, oui, mais ça y est, ça a débugué. Ah, super. Je relance. On va voir si ça marche cette fois-ci. Alors, je fais ça, partager, et ensuite, voilà. Super, ok. Je lance mon diaporama. Et là, vous voyez, qu'est-ce que vous... Là, c'est bon? Là, on se voit. Donc, il faut choisir. Ah oui, là, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bien. C'est parfait. Oui, ok. Donc, normalement, ça doit fonctionner. Donc, merci Annabelle pour cette introduction. Et effectivement, je m'intéresse à la morphologie fonctionnelle en étudiant la relation entre la forme et le fonctionnement des organismes pour comprendre l'évolution. Alors, j'aborde tout ça avec une approche très biomécanique. Donc, ça s'applique très bien à la bioinspiration. Donc, pendant ce midi, je vais parler brièvement de mon approche de la machine animale et puis je vous dirai quelques mots très courts sur l'évolution des oiseaux qui a contraint leur structure et je vais développer ensuite avec quelques points du projet AVINEC à travers l'étude de l'anatomie fonctionnelle du cou des oiseaux et de la conception d'un robot inspiré, participe aussi à la réflexion sur la tenségrité. Donc d'abord, la machine animale. Comment est-ce qu'on peut percevoir des organismes comme des machines? En fait, tous les organismes vivants sont dotés d'outils. Ils portent des capteurs sensoriels, des outils de saisie, des propulseurs, des attaches pour l'équilibre. Ils sont toujours entourés d'une enveloppe isolante qui est percée d'orifices, qui laisse pénétrer des matières solides, liquides ou gazeuses. Et ces matières sont traitées par les organes internes pour fournir de l'énergie et des matériaux nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Et puis, des orifices permettent aussi d'évacuer les déchets et les gamètes et les œufs. Et tous ces outils sont nécessaires et on les retrouve chez tous les organismes, quelle que soit leur taille.
Par contre, les formes varient vraiment énormément en fonction de l'histoire évolutive, du milieu et des conditions de vie des espèces. En effet, ces outils permettent des interactions avec l'environnement physique, avec des efforts de change, des efforts caloriques, des fluides, de liquide ou de gaz. Les formes sont donc différentes suivant les conditions, ces conditions physiques. Par exemple, en fonction que les outils de propulsion vont changer suivant que l'animal vit dans l'eau ou dans l'air, ou sur Terre. Donc, qu'il nage, qu'il marche ou qu'il vole. Les outils aussi sont utilisés pour les interactions entre les organismes vivants, aussi bien de la même espèce, bien sûr, que des autres espèces. Ils permettent la sociabilisation, l'alimentation, la protection, la reproduction, etc. Leur fonction, leur forme va donc dépendre aussi du mode de vie. Par exemple, les outils vont être différents suivant qu'un animal est une proie ou un prédateur. Une des principes fondamentaux, le principe fondamental du vivant, c'est le mouvement. Tous les organismes vivants bougent. La machine animale est formée de cellules qui bougent. Donc, tous les êtres vivants sont fondamentalement mobiles. Et la fin de la vie est d'ailleurs caractérisée par une immobilité définitive. Mais le mouvement est coûteux en énergie. Et les animaux, qui sont les êtres vivants sans doute les plus mobiles, ont développé des stratégies, notamment au niveau de leur forme, pour un fonctionnement économique. C'est donc les animaux sont donc des sources d'inspiration pour des systèmes technologiques mobiles. Et un système technologique mobile, c'est finalement un robot. Alors, cette approche de la robotique bio-inspirée, je pense qu'il est très important qu'elle s'inscrive dans des engagements de viabilité environnementale dans le cadre de BioInspire Museum. Donc, BioInspire Museum inclut la définition ISO du biomimétisme, qui est une philosophie, une approche de conception interdisciplinaire prenant la nature comme modèle. C'est vraiment ce qu'on fait ici, pour relever des défis du développement durable. Donc, il faut inscrire aussi, attirer par cette approche bio-inspirée, la robotique dans ce contexte de développement durable. Les oiseaux, pour ça, me semblent un très bon modèle, parce qu'ils sont vraiment capables de prouesses. La plus frappante, c'est leur capacité de vol. Alors, elle est fascinante et on a toujours fantasmé sur les oiseaux depuis la légende d'Icare. Léonard de Vinci aussi est le premier finalement à avoir une approche vraiment bio-inspirée, puisqu'il a analysé les principes du vol. Par contre, la technologie n'était vraiment pas là, donc ça n'a jamais marché. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de profiter de ces principes naturels. Et par exemple, le bout des plumes des oiseaux, qui est recourbé pendant le vol plané, a inspiré les ingénieurs d'Airbus pour le bout des ailes des A380. Alors, si le vol est ce qui est le plus visible chez les oiseaux, ils sont capables de bien d'autres prouesses. Et ils sont donc intéressants à bien d'autres titres. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le coût, mais on pourrait avoir beaucoup d'autres exemples. Alors, les oiseaux, aujourd'hui, sont 10 000 espèces différentes qui habitent sur l'ensemble de la planète, donc une énorme variété à la fois de milieux de vie et de modes de vie. Pourtant, tous ces oiseaux sont extrêmement semblables. C'est du fait de leur histoire évolutive. Ce sont fondamentalement des animaux bipèdes, puisqu'ils sont issus de dinosaures coureurs. Pendant 150 millions d'années, depuis le Jurassique, certaines lignées de ces dinosaures coureurs se sont spécialisées pour le vol, et de nombreux dinosaures volants sillonnaient le ciel à la fin du Crétacé. Au moment de l'extinction de masse qui frappe la plupart des espèces, il y a 65 millions d'années, tous les dinosaures disparaissent, sauf
quelques espèces volantes qui survivent à la crise. Et les 10 000 espèces actuelles sont donc leurs descendants de ces quelques espèces après 65 millions d'années d'évolution. Ce qui fait que tous les oiseaux ont gardé la structure du corps spécialisé pour le vol de leurs ancêtres, qu'ils volent encore ou non. Ils ont tous des muscles du vol puissants, alors évidemment quand ils volent, des cuisses musclées, ça c'est partagé par tous, et un plan d'organisation du squelette qui est vraiment très comparable. Vous avez ici l'exemple du squelette d'une caille, et on a un tronc rigide qui sert de fuselage en fait pour le vol, des ailes qui sont faites avec les membres antérieurs qui sont transformés en longues baguettes, les os sont des longues baguettes, il y a toujours une queue osseuse courte et des pattes avec 3 segments longs. Et ça c'est partagé comme vous le voyez sur les exemples qui sont ici, même avec un manchot qui a lui aussi des pattes avec 3 segments. Et les adaptations vont se faire non pas avec un remodèle, enfin des différences profondes dans le squelette, mais juste des ajustements, surtout sur la longueur des segments. Et comme vous voyez dans le cas du manchot, vous voyez que la 3e partie de la patte est raccourcie. Mais elle est toujours là, il y a toujours 3 segments longs. De même, chez un oiseau qui ne vole plus du tout, comme le kiwi, vous voyez son squelette ici, il y a toujours des ailes. Elles sont vestigiales, mais elles sont toujours là. Enfin, on retrouve des modifications, par exemple, un peu au niveau de la forme du bassin qui va être un peu plus fléchi chez des oiseaux qui vont attraper des proies avec leurs pattes. Mais ce sont vraiment des ajustements. Fondamentalement, on a une même structure. Et cette structure, elle est extrêmement polyvalente, ce qui en fait, pour ça qu'elle est vraiment intéressante. Donc, des oiseaux, c'est aussi un long cou. Sont donc sous les plumes de l'oiseau, le squelette, par exemple, d'un oiseau qui marche, a donc toujours cette allure, celle que vous voyez qui s'anime ici sur la caille, avec une tête légère qui est portée par un long cou. Le cou est toujours très flexible et il est formé de 3 parties. Une partie près de la tête qui fléchit ventralement, une partie au milieu qui fléchit plutôt vers le dos et la 3e partie qui s'accroche sur le bassin, à la fin ici. Donc, avec ce long cou, les oiseaux vont bouger leur tête. La tête bouge pour l'alimentation, pour la prise de nourriture. Elle bouge aussi pour stabiliser les capteurs sensoriels, par exemple stabiliser le regard ou stabiliser l'audition. Comme vous le voyez ici sur le petit martin pêcheur, vous voyez que même perché sur une branche qui bouge, la tête, elle, reste immobile dans l'environnement, ce qui permet de stabiliser le regard. La tête est utilisée aussi pour le toilettage, avec le bec qui va lisser toutes les plumes, même celles de la queue, donc au bout du corps. Et c'est très important pour le vol. Le bec va servir, donc la tête va servir aussi pour transporter des matériaux, les matériaux de construction, même pour tisser des nids, comme le tisserand ici, ou alors pour percer du bois, comme chez le pic. Donc tout ça, toute cette mobilité de la tête, elle est assurée à chaque fois par le cou. Donc chez les oiseaux, le cou est à la fois très léger, mais aussi très puissant et très flexible et très polyvalent. Il y a donc là vraiment un potentiel pour des applications en bio-inspiration. C'est pour ça que j'ai contacté des roboticiens pour pouvoir travailler sur cette structure, pour la construction d'un bras robotique. Et c'est comme ça qu'est né le projet Avinec. Donc, nous nous sommes associés, donc une assez grosse équipe, pour d'une part analyser la structure et le fonctionnement du cou chez les oiseaux, donc une approche naturaliste. Alors ça, je sais pas, ça passe tout seul. Ça. Et pour en faire une transposition pour la construction d'un bras robotique. Mais tout ça, ça s'intègre dans un projet de recherche sur la tenségrité.
Alors, qu'est-ce que c'est que la tenségrité? C'est des structures mécaniques qui sont composées d'éléments en compression, qui sont ici représentés dans ce modèle par les barres vertes, qui sont associés par des éléments en tension. Ce sont des câbles ici en rouge qui sont représentés en rouge. Et cet ensemble est formé d'îlots de compression dans un océan de tension. C'était la définition de Fuller en 1962. Ça a été d'abord défini et utilisé pour des œuvres d'art, comme celle que vous voyez ici. Vous voyez deux structures rigides qui sont associées par des fils. Et tout ça est à la fois stable, mais en même temps un petit peu flexible. Et c'est très intéressant du point de vue de la technologie. C'est utilisé donc tout d'abord en art, comme vous le voyez en haut, mais aussi assez vite en architecture, pour des ponts par exemple, les ponts sur des câbles, ou pour faire des toits de stade, des structures très grandes qui sont à la fois très grandes et très légères. Alors en biologie, il y a encore assez peu d'études sur la tenségrité. Elle a été retrouvée quand même assez bien étudiée dans les comportements des membranes cellulaires, où les spicules forment les structures en compression qui sont associées à des éléments en tension des myofibrilles, par exemple, des filaments de myosine. En ostéopathie, c'est la base même de l'ostéopathie, la tenségrité. Mais il n'y a pas encore beaucoup d'études d'approche biomécanique. Par contre, il y a des modélisations, comme par exemple ici, vous voyez un modèle de colonne vertébrale avec des éléments qui sont associés, fixes, ces boules avec les axes, qui sont associés par des éléments en tension. Mais c'est encore très peu développé en biomécanique et à ma connaissance quasiment pas en biologie évolutive. Mais je pense que ça a un vrai potentiel parce que c'est à la fois très souple, très léger et assez polyvalent et que ça peut permettre des vraies économies d'énergie. En robotique, donc, ça commence aussi à être un peu plus utilisé avec l'exploration spatiale, par exemple, où des robots en tenségrité qui peuvent se déployer et rouler sur eux-mêmes, ou alors en robotique mobile, par exemple, avec un robot, comme vous le voyez ici, qui se déplace en s'appuyant sur des structures de l'environnement. Donc, dans le projet Avinec, on se propose de mieux comprendre la structure du cou des oiseaux pour savoir si on peut en extraire des principes qui pourraient avoir un rapport avec la tenségrité et en faire un bras robotique, comme celui qui a été construit là par l'équipe de Philippe Vangé. Donc, du point de vue de la biologie, pour comprendre le fonctionnement du cou, on a fait une étude anatomique sur un très grand nombre d'espèces, mais nous avons aussi choisi deux modèles pour une étude fonctionnelle. D'abord les vautours, parce qu'on peut étudier le mouvement du cou puisqu'il est nu, contrairement à celui des autres oiseaux qui est toujours caché. Alors je suis désolée, là ça passe, mon PowerPoint passe tout seul. Le cou des oiseaux est généralement caché par les plumes, on ne le voit pas du tout. Donc on ne voit pas qu'il y a un long cou en fait sous les plumes des oiseaux, sauf chez les vautours. On a étudié aussi le pic parce qu'on l'a choisi parce que son cou est puissant et qui correspond assez à ce qui était attendu du robot en tenségrité. Donc, je vais vous expliquer notre travail de biologiste tout d'abord, et puis vous expliquer un peu ce qu'ont fait les roboticiens, mais c'est vraiment une présentation que c'est pas évidemment la partie que je maîtrise le mieux de ce projet. Donc, pour la structure du cou des oiseaux, donc ce qui est très particulier chez les oiseaux, c'est que le nombre de vertèbres est variable suivant les espèces, contrairement par exemple aux mammifères où il y a toujours 7 vertèbres cervicales. Chez les oiseaux, il y a de 10 à 26 vertèbres cervicales.
Et sur l'échantillon qu'on a étudié, qui est représenté ici plus d'une centaine d'espèces, sur notre échantillon, le minimum, c'était 10 vertèbres chez les perroquets jusqu'à 23 vertèbres chez un cygne. Et en analysant le nombre de vertèbres dans un cadre phylogénétique, vous voyez que le code couleur sur ce schéma, sur cet arbre, représente le nombre de vertèbres. Le minimum en rouge, c'est pour le 12 vertèbres, et plus les couleurs plus froides, avec le bleu, au minimum 23 vertèbres et une moyenne sur 13 vertèbres. Mais vous voyez bien que les lignées les plus anciennes ont globalement plus de vertèbres que les lignées les plus récentes, avec des couleurs donc plus chaudes, avec le minimum chez les perroquets. Donc il y a une tendance à une réduction pour les clades les plus récents. Cependant, au sein de taxons, si on regarde des taxons proches comme les vautours, des vautours moines ou des vautours fauves par exemple, vous voyez que le vautour moine a 13 vertèbres, alors que le vautour fauve, lui, a 15 vertèbres. Donc sur notre comparaison entre ces deux espèces de vautours, on a réalisé des dissections aussi pour les comparer pour comprendre l'organisation de la musculature. On a fait des dissections sur le cou de 22 espèces d'oiseaux qui étaient morts dans des centres de soins. Les muscles sont toujours superposés le long du cou, comme on le voit sur cette photo, avec des branches des muscles qui se séparent pour aller s'accrocher sur les vertèbres. Sur les schémas au-dessus, les vertèbres sont représentées par les carrés numérotés et les muscles sont représentés par des lignes de couleurs différentes avec, sur le schéma, donc avec des petits traits qui représentent les branches qui rejoignent les vertèbres. Sur le dessus, vous voyez les muscles qui sont dorsaux sur le dessus du cou et en dessous, ici, les muscles ventraux qui passent sur le dessous du cou. Donc l'organisation est globalement la même dans toutes les espèces, avec des muscles dorsaux et ventraux à l'avant qui relient la tête aux premières vertèbres, et puis plus caudalement, plusieurs muscles, plus ou moins longs, qui se succèdent dorsalement et qui peuvent se superposer. Ventralement, ici, c'est un seul long muscle qui s'étend de l'avant du cou jusqu'à la partie thoracique de la colonne vertébrale. Il y a en plus des petits muscles sur lesquels on n'était pas particulièrement intéressé, qui relient chaque vertèbre entre elles. Donc, si on regarde sur un comparatif sur les vautours, la musculature est très proche. Mais il y a quand même des différences. Ah oui, je vous montre aussi, j'ai oublié de vous montrer. Vous voyez ici, représenté sur cette photo-là, le muscle long dorsal du cou, qui est représenté en pourpre ici. Donc, il relie la tête au début de la partie moyenne du cou. Donc, chez les vautours, sa musculature est proche, mais les différences se retrouvent notamment sur ce muscle pourpre, là, le long dorsal du cou, qui s'attache des vertèbres 2 à 5 chez le vautour moine et qui s'attache des vertèbres 2 à 7 chez le vautour fauve. Et chez le vautour fauve, voilà, donc c'est une différence au niveau des attaches de la musculature. Si on regarde la flexibilité maintenant du cou, on a étudié cet aspect-là sur les dépouilles des oiseaux qu'on a étudiés. On a doucement fléchi le cou jusqu'à un maximum de flexion sans forcer, soit en flexion dorsale que vous voyez ici, soit en flexion ventrale ici. Et on a ensuite mesuré les angles entre les vertèbres dans chaque position.
On voit ici que la flexion dorsale est plus importante sur la partie du milieu du cou que sur la partie antérieure et postérieure, alors que la flexion ventrale maximale est plus importante sur la première partie du cou et sur la dernière partie. Si on regarde les résultats des mesures chez le vautour moine et chez le vautour fauve, alors on voit qu'il y a une plus grande amplitude globale intervertébrale chez le vautour fauve, puisque c'est 44 degrés sur la moyenne sur l'ensemble du cou, alors que c'est 39 degrés chez le vautour moine. Et qu'on voit aussi que les variations entre les différentes parties sont plus marquées chez le vautour fauve. Vous voyez ici que l'amplitude est plus grande en général et qu'on voit mieux cette courbe de flexion ventrale, dorsale, puis un peu ventrale chez le vautour fauve que chez le vautour moine où c'est un peu plus raide. Donc le cou du vautour fauve est plus souple que celui du vautour moine. Pour reprendre l'ensemble des résultats de la comparaison du cou, de la structure du cou de ces deux oiseaux, on voit que donc que le vautour moine, comparé au vautour moine, le vautour fauve a plus de vertèbres cervicales, 15 au lieu de 13, donc le cou est plus long. Les articulations ont une plus grande amplitude de mouvement, le cou est plus flexible, et l'augmentation du nombre d'attaches du muscle long crânial correspond à un système renforcé à l'avant de la région du milieu du cou, qui est donc le cou du vautour moine en comparaison donc, est à la fois plus court et plus raide. Est-ce que cette différence de structure est liée à des différences de comportement? Alors, pour le savoir, on a étudié le comportement alimentaire de ces deux espèces de vautours. Dans le parc des Grandes Causses, on a filmé des curés où de très nombreux vautours fauves arrivent en premier. Ils se nourrissent en groupe sur des carcasses de moutons. Donc, ils arrivent tous en groupe sur la carcasse, ils font un trou dans la peau et tirent les viscères et les muscles pour les manger. Alors, ils sont bien très serrés, bien campés sur leurs pieds, ils ne bougent pas pour ne pas perdre leur place. Par contre, à la fin de la curée, quelques vautours moines arrivent, lorsque presque tous les vautours fauves ont fini de manger, et eux, ils s'attaquent aux tissus plus durs que les vautours fauves vont laisser, comme la peau ou les tendons. Donc, vous voyez sur ces films les vidéos voilà, d'un vautour moine. Vous voyez qu'il bascule le corps, il tire avec le cou. Et vous voyez là le vautour fauve qui, lui, bouge pas les pieds et utilise son cou pour rentrer dans la carcasse. L'analyse d'heures de vidéo nous a montré que donc il y a vraiment deux stratégies très différentes pour se nourrir. Le vautour moine se penche pour attraper la viande avec son cou qui est plus court et il raidit son cou et bascule tout le corps pour tirer l'ensemble tête-cou en fait. Alors que le vautour fauve lui tend son cou qui est plus long pour saisir la viande, pour pouvoir rentrer éventuellement dans la carcasse. Et ensuite, il va tirer en fléchissant et il fléchit principalement, vous le voyez ici, la partie intermédiaire du cou, alors que le corps, lui, reste vraiment immobile pour ne pas perdre sa place dans le cou. Il y a donc bien une relation nette ici entre la structure du cou et le fonctionnement. Donc, l'analyse comparative, qui avait donc pour but de comprendre la structure du système cervical, montre qu'on a 3 modules qui correspondent aux 3 zones de flexion du cou. On a un module plutôt vers le crânial qui permet une flexion ventrale. On a un module intermédiaire qui permet une flexion dorsale. Et enfin, on a un module
préthoracique qui permet la flexion ventrale. Ces trois systèmes de modules sont empilés et voilà. Et ils sont actionnés par les muscles, qui eux sont organisés plutôt, qui sont superposés, mais qui correspondent aussi à des mobilités des différentes parties. Les muscles crâniaux qui vont plutôt bouger le premier module, les muscles longs ici qui s'étendent sur les 2 et 3e modules, et un long muscle ventral qui s'étend du premier au dernier module jusqu'au tronc. Donc on a une organisation en fait avec des modules empilés qui sont actionnés par des câbles. Donc on retrouve un peu quand même une organisation, même si ce n'est pas vraiment de la tenségrité, on a quand même quelque chose qui ressemble. Donc la polyvalence, suivant le comportement des différentes espèces, on l'a vu avec les 2 vautours, est permise par la variabilité du nombre et de la forme des vertèbres de chaque module et par le glissement des attaches musculaires sur les différents modules. Donc, c'est donc pas complètement en tenségrité parce que un des rôles du cou est aussi de protéger la moelle épinière et il faut qu'il soit extrêmement solide, mais avec un lien de type rotule à doigt, mais on peut l'assimiler ici dans un premier temps à un système en tenségrité avec 3 modules actionnés par des câbles. Et c'est avec cette idée qu'on a commencé à travailler sur le module robotique en prenant le modèle du pic noir qui est à la fois souple, flexible, léger, précis et puissant. Donc c'est vraiment ce qui était recherché pour le bras manipulateur. Pour fabriquer, concevoir le bras manipulateur, les roboticiens ont travaillé à la définition d'un modèle robotique, donc avec des structures en tenségrité. Le premier point, ça a été de définir le modèle. Donc, en empilant les modules élémentaires, en prenant 3 modules comme pour le coup du pic. Ensuite, on a choisi le module. Donc, les roboticiens ont fait toute une étude sur étudier le mécanisme en X, qui est inspiré d'un modèle précédent de Snelson. Ensuite, ils ont étudié ils ont fait une modélisation cinématique, statique et dynamique pour chacun des modules. Et enfin, ils ont fait une modélisation pour l'empilage des modules avant de pouvoir concevoir le robot. Enfin, de prototyper le robot, pardon. Donc, le bras manipulateur, le choix du module. C'est donc un mécanique en X qui comprend 3 barres articulées entre elles, ces 3 barres en noir ici, qui sont rattachées en A et B, qui sont fixées par la base en A et B. Donc on a 3 barres. Le module comprend aussi 2 ressorts ici, qui sont latéraux, et des câbles antagonistes pour actionner les côtés droit et gauche. Les modules sont paramétrés, vous voyez ici, avec la longueur et la masse des 3 barres, et la longueur et la raideur des ressorts. Le fonctionnement des modules est modélisé avec des équations géométriques et un modèle dynamique des équations de Lagrange. Là, je ne pourrais pas vous donner d'informations là-dessus. Ensuite, les modules sont empilés et le paramétrage est basé sur l'espace de travail atteignable et la raideur du système. Donc, la loi de commande a été, comment faire bouger cet empilement a été donc défini et modélisé. Alors, la modélisation, les tests, voilà,
Voilà. La modélisation du coût avec 3 modules empilés permet un actionnement d'un mouvement explosif. Donc, vous voyez, avec comme la tête du pic. Pof, ça marche. Voilà, vous voyez, ça marche. Le modèle donc est organisé, ce modèle-là est organisé exactement comme la musculature des oiseaux. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un câble long qui relie le premier module à la base et de l'autre côté un câble qui relie chaque module à la base. Alors, ici en rose, en jaune et en bleu. Donc, on a un câble antagoniste d'un côté, un long câble antagoniste comme le muscle ventral et des systèmes de muscles pour chaque module comme le système dorsal chez les oiseaux. Donc, avec ce principe, le prototype que vous voyez ici, il reprend l'organisation du coup du pic finalement, avec 3 modules, avec les câbles antagonistes, qui travaillent en traction. Les câbles sont enroulés, vous les voyez ici, sur des moteurs qui sont excentrés, ce qui permet d'avoir un robot lui-même, la structure mobile elle-même est très légère. La tension est toujours positive, c'est-à-dire qu'il est toujours maintenu grâce à une tension, et elle est légère, ce qui permet des mouvements de faible énergie, qui peuvent être explosifs, on l'a vu auparavant. Hop, je vais vous le faire bouger, voilà. Et il est possible de gérer les contacts. Donc, vous voyez, en fonction de la commande, c'est-à-dire de la façon de tirer sur les câbles et de gérer la raideur, on obtient des mouvements qui peuvent être différents. Plutôt lents, vous voyez, qui peuvent se tordre dans un sens ou dans l'autre. Alors, ça ne fait pas encore là un robot, c'est pas terminé. Donc, il y a encore des améliorations. Là, il y a une nouvelle thèse qui va être soutenue le mois prochain, qui empile 10 robots, 10 modules, par exemple. Mais bon, je n'ai pas encore les vidéos. Par contre, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ça marche. Et donc, à la fois en associant des modules en tenségrité et la structure de la musculature et du cou des oiseaux, on peut obtenir des mouvements qui sont comparables à ce qui est réalisé dans la nature. Donc, c'est très encourageant. Et voilà. Et donc, ce projet se poursuit. Il se poursuit à la fois avec la suite donc, du travail toujours sur le cou, mais aussi un autre projet maintenant sur la stabilité du corps chez les oiseaux, et toujours avec les roboticiens de Nantes. Pour ce projet-là à Vinec, c'était vraiment interdisciplinaire. Je ne vous ai pas montré tous les aspects, on a fait aussi d'autres travaux, mais qui ont été réalisés toujours avec des collaborations très étroites entre les biologistes et les roboticiens. Ça a été le fruit d'échanges vraiment très fructueux entre les chercheurs, les doctorants et les stagiaires. Et vraiment, je tiens à tous les remercier pour leur enthousiasme. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prête pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Annick. C'était formidable. Ouais. Vraiment intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Annick par rapport à ce qu'elle vient de présenter? Sinon, j'ai une question. Comment le formuler? Le séminaire précédent, on a eu Julian Vincent qui nous a parlé des trade-offs dans le monde biologique. Donc, force versus précision, vitesse versus précision. Et juste en regardant ta présentation, là, tu as parlé de donc le gamme ou le gradient de différents vertébrés cervicales dans le monde biologique, donc 10 jusqu'à 26, je crois, pour les oiseaux, et le niveau de flexibilité articulaire associé.
Et ensuite, dans le prototype du robot, il y a un certain nombre de modules. Donc, vous expérimentez avec des différents nombres de modules. Est-ce que vous voyez un type de compromis dans les robots du futur inspirés par des oiseaux, un compromis entre le nombre de modules qui sont équivalents aux vertèbres cervicales et cette flexibilité, cette possibilité de manipuler de manière très précise des différents objets et la stabilité, la robustesse du robot. Je ne sais pas si Oui, tu vois ce que je veux dire, mais c'est compromis entre la flexibilité et le robustesse, la structure du robot. Alors, là, on n'en est vraiment pas là, parce que c'est vraiment… ce que ça a de particulier, plutôt là où on en est par rapport au robot, et l'intérêt de ce robot qui a été mis en évidence pour les modèles en tenségrité, c'est surtout l'espace de travail, qui est beaucoup plus grand que sur des robots classiques. C'est-à-dire que sur beaucoup de robots, la rigidité des robots entraîne des zones de blocage. Système, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom en robotique. Le fait, par exemple, d'être tendu, un système, un bras robotique tendu, souvent, il va être bloqué. C'est un blocage dynamique. Ce qui fait que il y a les modèles en tenségrité en X, comme ceux qui sont utilisés là, permettent d'avoir un espace de travail beaucoup plus grand qui reprend en fait la même chose que ce qu'on a vu là sur le petit modèle de PIC là, qui, il se penche vraiment, il a un très grand espace de travail atteignable. Et ça, on le retrouve aussi chez les oiseaux, sur le cou des oiseaux où il va jusqu'au bout de la queue quand il lisse des plumes, c'est vraiment étonnant, extrêmement souple. Alors par contre, il n'y a pas encore de données sur chez les oiseaux aussi quand même. Plus on a de vertèbres, plus on va avoir de souplesse. Les haras, par exemple, avec le cou très rigide, très court, ils ont un cou plus rigide. Et les perroquets, ils utilisent leur cou pour se déplacer dans les arbres, comme une troisième patte quand même. Et ça va demander ça, c'est pas quantifié parce que c'est très très difficile. J'ai essayé, mais c'est trop difficile à quantifier. Mais ils sont capables de toute façon de se soulever, parce que ça, j'ai fait les analyses. Ils peuvent se soulever en se tenant par le bec, les perroquets. Quand ils remontent, ils sont accrochés par le bec et hop, ils remontent les pattes pour s'accrocher. Donc c'est un cou court et très robuste. Et le cou du vautour moine, il est plus court et il est plus robuste aussi il est moins flexible et d'après le comportement, il est sans doute plus robuste puisqu'il va manger des structures plus dures que celui du vautour fauve qui mange des éléments mous. Donc il y a effectivement des trade-offs, c'est ça, des compromis entre la force et la flexibilité en l'occurrence. Mais ça, on ne l'a pas encore mesuré, modélisé. Oui, je vois. Annick, on ne te voit pas. Est-ce que tu peux mettre ton caméra? Ah bah oui, attends. Ah bah c'est dommage, hein, parce que je faisais des gestes en même temps. Ah oui, j'imaginais. Tu as tes modèles dans ton bureau, donc je veux qu'on profite de ça. Donc, merci pour ta réponse. Donc, effectivement, dans le monde biologique, on voit ce type de compromis, mais par rapport à la transposition à la robotique, là, on est déjà dans les premières explorations. C'est pour ça aussi qu'on a pris le PIC comme modèle. Parce qu'il a aussi, là je ne peux vraiment pas tout présenter, mais le PIC, le muscle jaune là, que je vous ai présenté, le muscle ventral du cou, il est très particulier chez les pics. Il est différent de celui qu'on a chez les autres espèces, et notamment par le fait que la structure du cou
particulier, cette structure particulière, elle se retrouve chez les espèces qui ont un comportement une utilisation de la tête avec un comportement explosif. Les harponneurs, par exemple, les hérons, qui vont projeter la tête très très rapidement pour attraper un poisson, ils vont avoir une structure comparable à celle des pics, qui aussi projette la tête très vite. Donc on suppose qu'il y a quand même aussi en choisissant les bonnes espèces, on va pouvoir mimer des comportements qui sont plus proches de ceux dont on a besoin. C'est l'avantage des oiseaux, il y a tellement de comportements différents avec une structure tellement proche que c'est un potentiel énorme. Et est-ce qu'il y a des autres espèces qui vous intéressent, donc que l'équipe investigue donc pas des oiseaux, mais des autres espèces éventuellement pertinentes? Emmanuelle Puigba, tu sais, elle a un projet avec la trompe et elle s'est mise en contact aussi avec Philippe Venger pour déposer une demande pour un projet sur la trompe des éléphants qui reprend, en fait, c'est pas la même chose qu'Avinec, bien sûr, mais ça reprend en même temps, Philippe reprend et poursuit Avinec en utilisant, en regardant aussi, en ayant plus d'infos avec celle de la trompe des éléphants pour compléter en fait les principes. Oui. Et d'autre part, moi je fais un autre projet, je lance en plus, on finit Avinec, mais on reprend un projet sur la stabilité du corps. Et là, ça va être vraiment en tenségrité pour les oiseaux. Parce que les oiseaux, quand ils dorment, par exemple, ils dorment debout, sur deux pattes. Les pieds sont posés, simplement. Ils ne serrent pas. Et ils sont parfaitement stables. Ils ne bougent pas, alors qu'ils dorment. Et ils peuvent être perchés sur des fils. Donc, ils sont stables, les deux pieds posés sur un fil, oui, sans bouger, et ils dorment. Et il peut y avoir du vent, ça peut bouger, et ils restent stables. Ils ne serrent pas. Donc, ils arrivent à s'équilibrer de façon passive, et c'est ça aussi, c'est quelque chose qui est à explorer. Là, il n'y a rien. Là, cette fois-ci, il n'y a absolument rien du tout. On ne sait rien. Il y a plein de pistes. Oui, il y a plein de pistes. Est-ce qu'il y a des autres questions, Pierre-Yves, Claire, Joël? Enfin bon, ça n'a pas vraiment rapport au programme de recherche, mais est-ce que du côté des roboticiens, il y a des programmes de mise en perspective industrielle de ce travail? Pour l'instant, non. Pour l'instant, pas que je sache, parce que c'est pas encore assez avancé. Je pensais vraiment de la recherche en robotique. Là. En revanche, il n'y a pas encore de contrat industriel. Si tu veux dire à quoi ils imaginent pouvoir les appliquer, ces principes, c'est applicable. L'idée, c'était de l'appliquer en usine nouvelle, dans les usines, dans les gros robots, dans les grosses usines, parce que le fait qu'ils soient souples et ils sont moins dangereux pour les utilisateurs. Les gros robots industriels, ils sont très robustes, très lourds, et s'ils cognent un humain, ça peut faire vraiment des dégâts. Tandis qu'un robot en tenségrité, il est assez souple en fait. Il n'est pas rigide comme ces gros robots industriels, mais en même temps, on voit qu'il y a du potentiel de mouvement explosif. Donc, il peut y avoir de la force. Donc, par exemple, on peut imaginer des robots qui tapent, mais qui ne seront pas dangereux. Donc, l'idée de départ, c'était ça, mais en même temps, au fur et à mesure que ça s'est développé, ils pensent aussi que ça peut être très intéressant en médecine, parce que le fait que ce soit des robots à câble, qui peuvent être très bien, ils peuvent être pilotés de loin, puisque c'est juste un câble qui est... Et donc, on peut faire un robot qui soit souple et précis, etc., sans métal. Et donc, on peut l'utiliser associé, par exemple, à de la radiographie, parce que ça ne gênera pas du tout en exploration par rapport au rayonnement X, par exemple. Donc, il peut y avoir plein d'applications, en fait, qu'on ne connaît pas encore, a priori. Oui.
Et sinon, autrement, entre l'étude sur le coût des oiseaux et le modèle qui est fait par les roboticiens, en fait, il y a quand même une sacrée réduction des caractéristiques, hein, au nombre. Et est-ce que les roboticiens vont continuer à essayer de faire rentrer de nouvelles caractéristiques dans leurs robots avec, parce que si on prend le cas de la musculature au niveau des vertèbres, simplement des articulations des vertèbres, hein, on a quand même beaucoup plus de souplesse que dans le modèle qui est construit ici, même s'il est déjà efficace pour les roboticiens. Ouais. Non, là, c'est pas fini. Ça, c'est le prototype que je vous ai montré, là, c'est le prototype de la première thèse. Et là, la semaine prochaine, on a le prototype mais je ne l'ai pas encore. Enfin, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est le mois prochain. La thèse, c'est le 10 décembre. Il y aura donc un nouveau prototype qui est fait à 10 vertèbres. Mais je ne l'ai pas encore vu, moi. Donc, voilà. Donc, l'année prochaine, ce sera un autre prototype qui sera montré. Mais qui est actionné avec le même principe. Donc, ils ont simplement rajouté, au lieu de faire 3 modules simples, ils ont fait les 3 modules, mais dans chaque module, enfin, dans chaque partie, il y a plusieurs vertèbres. Enfin, c'est comme s'il y avait plusieurs vertèbres dans chaque module. Donc, c'est plus proche de ce qu'on voit sur le cou des oiseaux. On a hâte de voir ça. Oui, moi aussi. Annick, moi j'ai une question peut-être de béotienne. Est-ce que les oiseaux domestiques montrent des adaptations particulières ou réduction au niveau du cou, ou est-ce que c'est trop récent? Non, pas que je sache. Alors, ceci dit, je n'ai pas d'études. Hein. Mais je ne crois pas que ce soit très affecté parce que je ne suis pas sûre que la domestication implique de bouger la tête différemment. Oui, d'accord. Sauf peut-être picorer, tu vois, si… Oui. Quand même, la tête, elle est mobilisée elle est importante pour tellement de comportements que je ne pense pas qu'ils puissent changer vraiment fondamentalement à ce niveau-là. Bon, mais bon, c'est juste une hypothèse, hein, c'est pas testé. Super. J'aurais une toute petite question. Oui, naïve. Du coup, vu qu'on peut jouer sur le nombre de modules, on peut aussi jouer sur les points d'accroche des câbles et du coup moduler la longueur des câbles, moduler les zones d'attache et du coup énormément jouer sur le type de mouvement qu'on va avoir. Du coup, est-ce que pour l'instant, il est prévu de vraiment, comme vous nous l'avez montré, reproduire ce qui est existant dans la nature? Ou est-ce qu'il y a une idée comme ça d'aller jouer sur ces câbles, peut-être d'en faire des beaucoup plus courts que ce qui existe déjà, des beaucoup plus longs, enfin de vraiment avoir plusieurs types de dynamiques envisagées en fait? Alors, ou c'est pas obligatoirement intéressant parce qu'il y a déjà un modèle qui fonctionne très bien et… Alors, pour l'instant, l'idée c'était parce que c'est quand même vraiment très compliqué à faire du point de vue de la modélisation mathématique et les soucis aussi qu'ils ont au niveau du prototypage, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, par exemple, régler les problèmes de frottement, régler les différences de masse, enfin bon, tous les paramètres qu'ils doivent intégrer pour faire fonctionner correctement un robot, c'est énorme en fait. Donc, pour l'instant, dans notre projet, ça ne va pas plus loin que de reproduire nos 10 modules. L'idée, c'est vraiment que ce soit une base pour continuer à explorer les robots en tenségrité. Je pense que c'est vraiment… moi, pour la tenségrité, je pense que c'est très, très important en biologie évolutive aussi, parce que ça permet d'avoir des structures qui sont stables, qui ne coûtent rien, en fait. Qui ne coûtent rien en énergie, parce que c'est de la tension de câble, c'est du ligament. Donc, une fois qu'on a un ligament, qu'on a les structures des os et des ligaments, eh bien… tout ce qui est fondamental avant l'actionnement, etc. Et ça, c'est coûteux. Mais ce qui permet de construire l'architecture de la structure elle-même, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être utilisés pour la tension. Parce qu'il y a la peau aussi, il y a tout. C'est ce qu'il y a en ostéopathie. Hein. Ils utilisent, par exemple,
tous les ligaments qui permettent de tenir les viscères, qui assurent aussi là toute cette partie de tension entre les éléments squelettiques. Et ça, c'est gratuit quasiment. Une fois que c'est construit, c'est là, mais c'est disponible. Et je pense que chez les oiseaux, c'est pour ça, ce qui m'intéresse beaucoup, la suite du projet là, sur la stabilité, parce que les premiers tests qu'on a faits, on voit qu'ils sont autostables, les oiseaux. C'est juste l'arrangement des ligaments sur les pattes avec la forme du corps, l'organisation avec le corps, ça permet de rester debout sans énergie. Alors, c'est bien sûr, il faut quand même de l'énergie. Un oiseau mort, il tombe. Mais on va dire que ça permet de minimiser vraiment l'énergie. Et je pense que c'est très, très fondamental pour l'efficacité des organismes et donc leur succès évolutif. Et à partir de là, on arrive à des mécanismes d'évolution. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une piste qu'il faut qu'on creuse. Est-ce que du coup, dans la tenségrité, il y a toujours une notion de mobilité ou ça peut juste être pris comme une structure stable, pour la notion de stabilité et pas pour la notion de mobilité? Oui, par exemple, les ponts, ils ne bougent pas. Hein. Oui, oui, je suis bête. Les œuvres d'art, oui. etc. Oui, pardon. Et là, c'est bien utilisé déjà parce que c'est beaucoup plus facile à concevoir qu'un système mobile. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'applications immobiles, en architecture ou en art, où il n'y a pas de mouvement. Par contre, ça reste souple. Ça reste assez souple. Enfin, c'est pas des structures vraiment rigides. On a commencé à 12h05, donc il est 13h02. Je pense qu'on va terminer là, sauf s'il y a des autres questions brûlantes. Un grand merci, Annick, d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. C'est toujours un plaisir de parler de ce qu'on fait et qui nous passionne. Ça montre que ça t'apporte du joie parce que c'est tellement passionnant comme sujet. Donc, merci beaucoup. On va mettre cette intervention, cette présentation en ligne pour que les autres personnes peuvent en bénéficier. Et bon, le prochain séminaire Biosphere Museum sera plutôt en janvier parce que là, on arrive aux fêtes de Noël. Donc, on espère pouvoir vous accueillir en janvier pour le 4e séminaire. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.